projet Eldorado. Celui-ci a consisté à demander à l'ensemble des 150 managers de Sodexo Pologne de vendre de nouveaux services à nos clients, en s'appuyant sur la relation de confiance que nous avions instaurée avec eux, en les écoutant pour construire ensemble des solutions. Ce n'était plus le monopole des forces de vente ou celui de l'offre toute prête des équipes marketing qui comptait. C'était l'envie de ceux qui souhaitaient construire une entreprise saine, vivante et prospère, où chacun pourrait apporter le meilleur de lui-même, et où les monopoles ne seraient plus seulement gouvernés par les primes d'objectifs, mais au service de tous. Après 6 mois d'efforts, ce projet était sur le point de capoter. Les chefs de service voulaient tout contrôler, et le COMEX était divisé au sujet du process. Et puis, les 10 premiers Eldoradiens ont émergé. Ni des ingénieurs, ni des grands diplômés, issus des rangs de Sodexo France, mais des managers de terrain, en particulier des femmes qui avaient vécu les années de guerre en Pologne, le communisme et la restauration collective d'État. Elles se sont levées, heureuses d'être enfin considérées, et ont convaincu leurs clients de se lancer avec elles dans l'aventure. 1 an plus tard, la moitié des managers adoptaient leur projet. Cela représente chaque année une croissance additionnelle naturelle de 3% du chiffre d'affaires de toute la société, et ce, principalement grâce aux équipes sur le terrain. Quelque temps après, j'ai rencontré Bertrand Martin, ex-DG de Sulzer, qui m'a accueilli dans le réseau EVH, et Jean-François Zobrist, Favi, qui est intervenu à l'APM de Varsovie. Grâce à eux, je me suis senti moins seul. J'ai vu que d'autres dirigeants avant-gardistes abordaient différemment l'entreprise pour la rendre plus humaine et donc plus performante. Depuis lors, je saisis chaque opportunité de rencontrer et d'échanger avec tous ceux qui réussissent la mise en intelligence collective de leur organisation, tout en poursuivant mon cheminement personnel sur la mise en œuvre d'initiatives collaboratives, confortées en cela par les lectures de Reinventing Organizations. Frédéric Laloux, qui est à l'image de son livre, authentique, généreux, profond et lumineux, m'a en effet permis de mieux comprendre les organisations, celles que j'ai dirigées ou simplement approchées, leur stade de développement, reflet du niveau d'évolution et du cadre de référence de ceux qui les dirigent. Reinventing Organizations, qui va plus loin que tout ce qui a été écrit à ce jour, m'a aussi ouvert des perspectives sur la nouvelle génération d'organisations, offrant de multiples exemples de leurs pratiques, qui sont autant de sources d'inspiration et de mise en mouvement. Cet ouvrage arrive au bon moment pour les nombreux dirigeants qui veulent vivre leur vie d'entrepreneur, non seulement en suivant leur instinct, cette énergie vitale qui vient du cœur et de l'âme, mais aussi en considérant l'énergie de toutes celles et ceux qui composent leur organisation, et en tenant compte de leurs propositions. Je souhaite à ces lecteurs de ressentir, comme pour moi, cet appel du large, ce vent neuf qui souffle sur les nouveaux écosystèmes dans lesquels tous les acteurs de l'entreprise offrent le meilleur d'eux-mêmes, en pleine conscience. J'espère qu'ils pourront, grâce à ce livre, se mettre en mouvement et œuvrer à l'accompagnement et au partage des initiatives qui permettront aux organisations de prospérer, pour le bien de tous et des générations futures. Gilles Noël Poirieux, président d'EVH. Introduction. L'émergence d'un nouveau modèle d'organisation. On ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète. Richard Buckminster Fuller. Le grand philosophe et savant grec Aristote a affirmé dans un traité écrit en 350 avant Jésus-Christ que les femmes avaient moins de dents que les hommes. Nous savons aujourd'hui que c'est une absurdité, mais pendant près de 2000 ans, ce fut une vérité acceptée dans le monde occidental, jusqu'au jour où quelqu'un eut une idée révolutionnaire. Et si on les comptait? La méthode scientifique, qui consiste à formuler une hypothèse et à la vérifier, est si profondément enracinée dans notre façon de penser que nous avons du mal à concevoir que des êtres intelligents puissent faire une confiance aveugle à l'autorité et ne pas soumettre ces affirmations à vérification. On pourrait nous pardonner de croire que les gens étaient peut-être moins intelligents en ce temps-là, mais avant de les juger trop durement, posons-nous la question de savoir si les générations futures ne se moqueront pas de nous de la même manière. Est-il impossible que nous soyons, nous aussi,
prisonniers d'une compréhension simpliste du monde? Il y a des raisons de croire que cela pourrait être le cas. Permettez-moi, à titre d'exemple, de vous poser une question. Combien de cerveaux possède un être humain? J'imagine que vous allez répondre un seul, à moins que, flairant le piège, vous ne me disiez deux, en pensant à l'opposition bien connue entre cerveau gauche et cerveau droit. On sait aujourd'hui que nous en avons trois. Le gros cerveau qui est logé dans notre crâne, bien entendu, mais aussi un petit cerveau situé dans notre cœur, et un troisième dans nos entrailles. Les deux derniers sont beaucoup plus petits, mais pas négligeables pour autant. Celui des intestins a autant de neurones qu'un cerveau de chien, et celui du cœur autant que celui d'une souris. Mais surtout, il s'agit de systèmes nerveux autonomes, qui fonctionnent en harmonie, tout en ne prenant aucun ordre de leur grand frère situé dans la tête. Et voici qui devient intéressant. Le cerveau du cœur et celui des entrailles n'ont été découverts que récemment, même si nous avions depuis longtemps les moyens techniques de les identifier. Pour les voir, il suffit d'un cadavre, d'un bistouri et d'un microscope grossier. En réalité, le cerveau entérique a été découvert dès 1860 par le docteur Auerbach, un médecin allemand. Sa découverte a été développée par deux de ses collègues anglais, Bayliss et Starling. Et pourtant, phénomène extraordinaire, le milieu médical semble avoir complètement oublié le cerveau entérique pendant un siècle, avant qu'il soit redécouvert à la fin des années 1990, notamment par le neuroscientifique américain Michael Gerson. Comment la communauté scientifique a-t-elle pu oublier l'existence d'un cerveau? Je crois que la raison tient au système de croyance de notre époque. Dans une vision hiérarchique du monde, il ne peut y avoir qu'un seul cerveau qui dirige le corps, comme il ne peut y avoir qu'un seul dirigeant à la tête d'une organisation. Intuitivement, nous savons bien pourtant que nous avons trois cerveaux. À peu près toutes les langues dans le monde ont des expressions comme se fier à ses tripes, ou mon cœur me dit deux, alors qu'aucune langue ne dit se fier à son genou, ou mon rein me dit deux. Mais notre esprit rejette cette intuition, car l'idée que trois cerveaux autonomes, travaillant de façon coordonnée sans que l'un ne soit le boss des autres, n'est pas compatible avec la conviction que le monde a besoin de hiérarchie pour fonctionner. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si nous avons découvert ou redécouvert les deux autres cerveaux au moment où Internet prenait une place centrale dans notre vie. Avec Internet, une nouvelle représentation du monde émerge. Non seulement un réseau d'intelligence distribué et connecté est possible, mais il est peut-être encore plus puissant qu'un système hiérarchique centralisé. Cette nouvelle conception nous permet d'envisager l'existence de trois cerveaux travaillant en intelligence partagée. Nous sourions à l'idée que les gens du Moyen Âge pouvaient croire à l'affirmation d'Aristote que les femmes ont moins de dents que les hommes. Et pourtant, il semble que nous puissions être, nous aussi, aveugles à certaines réalités, du fait de notre système de pensée. Pendant près d'un siècle, des scientifiques n'ont pas eu la curiosité d'utiliser leur microscope pour découvrir d'autres cerveaux, puisqu'il n'était pas pensable qu'il y en ait plus d'un. De la même manière, les contemporains de Galilée refusaient de regarder dans le télescope, car il était impensable pour eux que Dieu ait placé la Terre ailleurs qu'au centre de l'univers. Les limites des modèles organisationnels actuels. Je m'intéresse aux organisations et aux questions de collaboration, pas à la médecine ni à l'astronomie. Mais la question fondamentale demeure la même. Notre vision du monde limite-t-elle notre façon de penser les organisations et le management? Si nous changions de système de croyance, pourrions-nous inventer une nouvelle façon de travailler ensemble, plus productive, plus harmonieuse, plus inspirée? Pourquoi se poser la question? Qu'y a-t-il, après tout, de si problématique dans nos entreprises actuelles avec nos modes de management? Pendant des milliers et des milliers d'années, les humains ont vécu sous la menace constante des famines et dans la peur des épidémies, toujours à la merci d'une sécheresse ou d'une simple grippe. Et soudain, comme surgit de nulle part, la modernité nous a apporté en l'espace de 2 siècles une prospérité et une espérance de vie totalement nouvelles. Et ce progrès extraordinaire n'a pas été le fait d'individus agissant seuls, mais de personnes qui collaboraient au sein d'organisations.
Dans nos économies de marché, des entreprises de toutes